La suite de BFM Story avec la mobilisation étudiante contre la précarité, ça continue. L'université de Lyon à nouveau fermée aujourd'hui. C'est la même où le jeune homme de 21 ans, cet étudiant, s'est immolé par le feu vendredi. Hier, rappelons-le, le mouvement a tourné à la violence. À Lille, tout d'abord, contre la venue de François Hollande, avec les livres de François Hollande jetés et déchirés. Cette image a fait beaucoup réagir. Et puis à Paris, devant le ministère de l'Enseignement supérieur, on va revoir ces images de violence hier qui ont fait beaucoup réagir, mais on voit bien que la mobilisation peut continuer, peut prendre de l'ampleur et surtout qu'il y a un vrai sujet concernant la précarité des étudiants. Un sujet qui met bien sûr la pression sur le gouvernement dans un climat de grogne sociale. Nous en parlons avec la députée La République En Marche du Val d'Oise, Cécile Rilhac. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Sophie de Tarlet, rédactrice en chef au Figaro étudiant. Bonsoir. Et bonsoir. Puis avec un membre de la Fédération Sud Éducation, Aurélien Boudon. On a beaucoup vu Sud mobilisé, aussi bien à Lille, à Paris, devant le ministère hier. Ce sont les syndicats de la gauche radicale qui se mobilisent ? Ouais, écoutez, là, je crois que c'est pas une question de gauche radicale. Déjà, l'étudiant qui a tenté de simuler par le feu à Lyon était militant du syndicat Solidaire étudiant, donc ce qui explique la forte réaction de nos camarades de Solidaire étudiant. Et puis la précarité étudiante, c'est un sujet sur lequel il y a des revendications de très longue date des organisations syndicales étudiantes et bien au-delà de questions de gauche radicale ou autre, puisque aujourd'hui la question, par exemple, des étudiants boursiers, c'est 700 000 étudiants qui sont bénéficiaires aujourd'hui de bourse. Donc on voit que c'est évidemment loin d'être un sujet de niche, et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi une mobilisation forte qui est en train de partir. On va quand même voir de près quelles sont les ressources des étudiants avec Véronique Fèvre, qui est notre spécialiste éducation ici à BFM TV. Bonsoir Véronique. Alors justement, quelles sont les ressources des étudiants quand on parle de précarité ? Alors, il faut dire combien on a d'étudiants en France. Depuis cette rentrée, on a 2 711 500 étudiants. Leurs ressources moyennes s'élèvent à seulement 887 €. C'est très peu. C'est l'Observatoire national de la vie étudiante qui le dit. Et on estime que seulement qu'il y a 30% de ces étudiants qui ne sont pas aidés du tout par leurs parents. Donc, il faut des aides de l'État. 5,7 milliards d'euros sont consacrés chaque année à aider les étudiants sous deux formes principales. Il y a les bourses sur critères sociaux. 26% des étudiants en bénéficient. Ça fait un peu plus de 700 000 effectivement. Et puis il y a d'autres aides, notamment les aides au logement. Au total, 40% des étudiants bénéficient des aides de l'État. Enfin, il y a des aides d'urgence qui existent via les CROUS dans les universités. Il y a plus de 50 millions d'euros disponibles quand c'est nécessaire. Quand un étudiant dort dans sa voiture, par exemple, il peut le solliciter, mais c'est très méconnu. Ces aides suffisent-elles pour vivre, en fait ? Eh bien non, évidemment, pour les syndicats étudiants qui ont vu la précarité augmenter en même temps que le nombre d'étudiants chaque année augmente. Selon la FAGE, le principal syndicat étudiant, le premier, 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Et puis le principal poste de dépense qui grève le budget, c'est évidemment le logement. Plus de 50% du budget des étudiants, avec un coût du logement étudiant principalement dans le parc privé, qui varie entre 400 € par mois, 600 € en Ile-de-France, jusqu'à 800 € à Paris. Conséquence, eh bien, beaucoup d'étudiants sont obligés de travailler, plus d'un tiers. Et quand on travaille, par exemple, à plein temps, forcément, ça impacte les résultats. Quelles pistes pour améliorer leurs conditions de vie ? Alors, ce que demandent les syndicats étudiants, c'est une réforme en profondeur de l'aide sociale étudiante, avec pour l'UNEF une augmentation des bourses de 20% et puis davantage de bénéficiaires. Alors, le ministère, lui, travaille effectivement sur une aide globale d'autonomie qu'on appelle aussi le revenu universel d'activité, qui permettrait de refondre toutes les aides, d'être plus lisibles. Et l'objectif, eh bien, c'est qu'il y ait davantage de bénéficiaires. Les négociations sont en cours. Et puis, le ministère a déjà augmenté de 1,1% les bourses cette année, mais c'est insuffisant pour les syndicats étudiants. Et puis, concernant le logement, évidemment, ce qu'il faut, c'est construire des logements étudiants, parce que, par exemple, une chambre étudiante, ça coûte beaucoup moins cher, aux alentours de 100 €. Donc, c'est plus intéressant, plus facile pour se loger. On en manque cruellement. Sous le quinquennat de François Hollande, 40 000 logements ont été
été effectivement construits, 40 000 logements étudiants. Emmanuel Macron, lui, veut construire 60 000 logements étudiants d'ici 2022. Mais là, en ce moment, il y a du retard qui a été pris. Seulement la moitié des projets prévus sont en route. Donc il va falloir accélérer. Il y a un problème de foncier, notamment dans les villes. Alors l'UNEF réclame l'encadrement des loyers, qui a été retoqué dans plusieurs villes par la justice. Et puis la FAGE, elle, demande l'accès au parc de logements sociaux. Merci Véronique Fèvre. Madame la députée de La République En Marche, il a fallu donc que des étudiants s'en prennent au livre de François Hollande pour que tout d'un coup la précarité étudiante devienne un sujet d'urgence pour le gouvernement ? Ça n'a jamais été un sujet d'urgence parce que c'est un sujet que nous traitons depuis 2017, depuis que nous sommes arrivés. La jeunesse, vous savez, fait partie de la priorité de ce gouvernement. La jeunesse, ça part de l'école maternelle, de la petite enfance, mais ça va justement jusqu'aux étudiants. Donc c'est pour ça que dès 2017, lorsque nous avons voté la loi d'orientation et de réussite des étudiants, il y avait aussi l'amorce de ce plan étudiant qui se décline sur tout le quinquennat. Là, votre journaliste a parlé des 60 000, en effet, logements qui ont été actés. Mais derrière, il y a eu déjà d'autres mesures. Vous savez qu'on a supprimé la sécurité sociale. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Donc ça, Et là, c'est la problématique, votre journaliste le disait très bien, on a une problématique de foncier, on a une problématique aussi de rénovation des logements étudiants. Donc tout ça, ça a été budgété, ça a été acté. Donc ce n'est pas nouveau, la précarité étudiante, c'est pas quelque chose que nous découvrons, c'est quelque chose auquel nous nous sommes attelés déjà depuis 2 ans. Mais pour l'instant, c'est insuffisant, visiblement. Comme hier soir, j'entendais, j'étais interviewée et qu'il y avait l'un des étudiants qui me disait mais avec 450 € par mois, on ne peut pas vivre. Oui, en effet, on ne peut pas vivre avec 450 € de bourse. Oui, parce que dans les grandes villes, les loyers explosent. Mais même et dans les grandes villes et pas que dans les grandes villes, à 450 € par mois, personne ne peut vivre. Donc il ne faut pas oublier que les bourses étudiantes sont là en complément de l'aide normalement familiale. Donc lorsque l'on parle des 20% d'étudiants en dessous du seuil de pauvreté, ce sont bien entendu les jeunes qui derrière ne bénéficient pas d'un accompagnement familial et qui se retrouvent souvent dans des situations extrêmement précaires. Qui prennent un job aussi, beaucoup d'étudiants ont un job par ailleurs, mais que les étudiants soient fauchés, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. On a tous été étudiants et on l'a tous constaté. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Oui, de plus en plus d'étudiants. Et donc peut-être aussi de plus en plus d'étudiants pauvres, en fait. Oui, et puis il y a un phénomène dont on ne parle pas vraiment, c'est l'augmentation de la part d'étudiants dans l'enseignement supérieur privé. Il faut savoir que la part d'étudiants dans l'enseignement supérieur privé, et donc payant la plupart du temps, a augmenté de 89% entre 1998 et aujourd'hui, alors qu'il n'a augmenté que de 15% dans l'enseignement supérieur public. Dans l'enseignement privé, c'est donc pas la fac, ce sont les écoles. Ce sont les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs privés, les écoles spécialisées, les écoles d'art privées. Donc en fait, la part des étudiants dans l'enseignement supérieur privé a explosé, avec évidemment des frais de scolarité qui sont bien plus importants qu'à l'université. Il faut savoir que, rappelons-le quand même, l'enseignement supérieur privé public est quasiment gratuit en France, c'est quand même une chance. Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, ils ont quand même fait une réforme il y a quelques années et qu'une année à l'université coûte 9 000 livres par an. Donc on a la chance d'avoir une université quasiment gratuite. Pourquoi alors autant de précarité alors que c'est quasiment, entre guillemets, gratuit de faire la fac? Votre journaliste en parlait, je pense que le logement participe grandement à la précarisation des étudiants. C'est le logement le problème en fait. 50% du budget des étudiants part dans le logement. Ceux qui peuvent habiter chez leurs parents, bien sûr, ont la chance de pouvoir le faire. Mais beaucoup, on prône la mobilité chez les étudiants. Mais comment prôner la mobilité lorsqu'on doit se loger dans des grandes villes? Et c'est ça qui pose le plus de problèmes, je pense. Alors, je voudrais vous faire écouter la réaction du secrétaire d'État Gabriel Attal, qui donc a en charge ce dossier et qui estime que le gouvernement est mobilisé. J'entends parfaitement à la fois l'émotion suscitée par ce qui s'est passé à Lyon vendredi dernier et j'entends parfaitement, et pour me déplacer beaucoup sur le terrain et échanger avec les jeunes, j'entends parfaitement aussi les difficultés dans lesquelles vivent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et ce que je cherche à dire, c'est que l'ensemble des mesures que nous avons prises depuis 2 ans vise à répondre à cet enjeu-là. Et c'est un enjeu qu'on continue à défendre, sur lequel on continue à travailler, notamment s'agissant du logement. On sait que c'est un enjeu absolument fondamental, c'est 60-70% du budget des étudiants. On continue à avancer sur ce volet-là. Aurélien Boudon, donc mobilisation du gouvernement.
Que demandez-vous en fait précisément? Écoutez, je crois que la question du logement, effectivement, on a compris qu'elle était centrale, puisque le prix des loyers il augmente dans toutes les villes universitaires. Évidemment, les bourses ne suivent pas du tout en termes d'augmentation. Cette question des bourses aussi, elle est centrale. Il y a plus de la moitié des boursiers qui sont sur les échelons 0 à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système de bourse en France, il est ainsi fait qu'il y a 8 échelons, l'échelon 8 étant celui qui donne droit aux bourses les plus importantes. Un boursier qui est à l'échelon 0, il touche 83 € par mois. Un boursier qui est à l'échelon 2, il touche 463 € par mois. Voilà. Donc vous voyez que le seuil de pauvreté qui a été évoqué, qui est un peu plus de 800 €, est 2 fois supérieur au plus haut niveau auquel un boursier sur 2. Donc il faut réévaluer les bourses. Aujourd'hui, Madame Ria, qui est députée, l'Assemblée nationale examine un projet de loi finance pour 2020. Est-ce qu'il est prévu d'augmenter les bourses sur critères sociaux? Les niveaux de bourse aujourd'hui ne permettent pas à des étudiants de vivre dignement. Vous avez évoqué alors Madame le député sur les bourses. À l'aide familiale, mais c'est sur critères sociaux. 1,1% d'augmentation sur les bourses, ça fait quand même 46 millions d'euros. Ce n'est pas anodin dans un budget. Donc les bourses vont augmenter. Les bourses vont augmenter. Elles ont déjà augmenté. Le budget de l'enseignement supérieur est en augmentation depuis 2017. Il y a eu un retard, on le sait. Historiquement, l'enseignement supérieur a été un peu le parent pauvre de l'éducation nationale. Et je voudrais revenir sur les logements. Sur les logements, c'est vraiment la question fondamentale. Là, on parle beaucoup, on mélange les logements. Il ne faut pas oublier qu'il y a les CROUS qui permettent aux étudiants les plus précaires de se loger. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à peu près entre 130 et 250 € en fonction du milieu géographique pour une chambre de 9 mètres carrés. Il y en a assez des chambres disponibles. Et c'est là où le plan quinquennal doit mettre en œuvre les 60 000 logements supplémentaires. Sophie Tarlet. Juste pour venir justement sur les chambres étudiantes, il faut savoir que l'accès, la bourse, vous disiez, c'est par exemple 100 € pour une bourse échelon 1. En effet, c'est pas beaucoup, mais ça offre énormément d'avantages, notamment la gratuité dans l'enseignement supérieur public, la gratuité dans les écoles d'ingénieurs. Donc ce n'est pas uniquement une bourse qu'on reçoit. Il y a des aides qui sont afférées aux bourses. Et puis il y a l'accès aux chambres du Crous, puisque les chambres du Crous sont données quasiment exclusivement aux boursiers du Crous. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'étudiants qui ne sont pas boursiers et qui n'ont pas accès à ces chambres et qui doivent se loger dans le secteur privé, ce qui revient à des prix quand même assez colossaux. À moins de pouvoir en effet rester chez ses parents, ce qui n'est pas toujours possible. On est obligé, lorsqu'on part en classe préparatoire notamment, on n'est pas boursier, on est obligé de faire parfois 500 km pour faire sa prépa. Et bien là, les logements sont assez énormes, notamment dans les grandes villes comme Paris, Lille ou Lyon. Alors, Gabriel Attal affirme travailler à un revenu universel d'activité qui pourrait inclure les jeunes, les étudiants. Ce serait une bonne piste, ça ? Écoutez, je pense qu'il y a déjà 2 choses. La première chose, c'est qu'on entend là que le gouvernement travaille, mais je pense que les étudiants et les étudiantes qui étaient mobilisés hier, ce qu'ils attendent là, c'est des réponses urgentes. L'étudiant qui en est contraint à cet acte désespéré vendredi, je pense qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dise qu'on travaillait sur du long terme, etc. On peut entendre que les constructions... Alors l'étudiant, il faut expliquer son cas, parce qu'il triplait son année, et donc il perdait automatiquement les avantages de la bourse. C'est la règle ? Oui, bien sûr, c'est la règle, mais il faut savoir que, au-delà de ce geste de désespérer, c'est d'abord un suicide. Tous les étudiants qui ont des problèmes financiers, c'est comme tous les jeunes qui ont des chagrins d'amour, ne se suicident pas. Là, donc attention à la récupération d'un suicide. Tout à fait, c'est d'abord un suicide, même si il a souhaité qu'il y ait un geste politique. Il a laissé un message très politique. Tout à fait. Et dans cette lettre, il s'en prend d'ailleurs à François Hollande, à Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs pour ça que François Hollande s'est retrouvé violenté par des étudiants, enfin en tout cas plus son ouvrage d'ailleurs que lui-même, à Lille hier. Ça me gêne toujours quand on commence à déchirer des livres dans une université. Je pense que ça va pas trop bien. Ça vous a choqué cette image ? Ça m'a choqué, oui, beaucoup. Oui, des étudiants qui déchirent des livres, c'est quand même un peu gênant. Des étudiants qui en général empêchent la tenue de manifestations dans des universités. C'est assez récurrent ces derniers jours. Je trouve que ça... C'est pas une grande preuve de tolérance. Pas du tout. Mais bien sûr, moi j'ai beaucoup d'empathie pour ce jeune homme qui est quand même entre la vie et la mort aujourd'hui et qui doit évidemment avoir de terribles souffrances. Mais c'était d'abord un étudiant très engagé politiquement. C'était pas un étudiant qui
qui travaillait à côté au McDo pour survivre. Hein. Il était d'abord très engagé, il faisait beaucoup de politique. Peut-être plus de politique que d'études, et c'est peut-être pour ça qu'il avait des difficultés à passer son année. Donc la récupération, je trouve, n'est pas toujours... Alors justement, la récupération, c'est toujours choquant de récupérer un suicide, quelles que soient les motivations. Et puis ces images hier de livres d'un ancien président de la République déchiré dans un amphi, est-ce que vraiment c'est une bonne image que les étudiants ont renvoyée hier? Alors, attendez, écoutez, parler de récupération, vous l'avez dit, cet étudiant a laissé un message qui est sans équivoque sur les causes de son acte. Donc je crois que mais c'est son acte à lui. Il termine quand même sa lettre en demandant à ses camarades de continuer la lutte, le combat. Donc là, je pense qu'on ne peut pas parler de récupération. Et sur l'image, écoutez, il y a une colère, elle s'exprime. Je pense que ce qui était une mauvaise image, c'est plutôt par exemple le silence de Madame Vidal pendant plusieurs jours, qui a été la ministre de l'enseignement supérieur, qui pendant 3 jours n'a pas communiqué, n'a pas réagi, alors qu'un étudiant devant un bâtiment universitaire, un Crous, venait de tenter de mettre fin à ses jours, et qui a été beaucoup plus rapide par contre hier soir pour s'émouvoir. Je vous l'avais dit, de pages déchirées à Lille ou d'une grille forcée à Paris. Voilà. Nous, notre émotion, c'est plutôt ce geste désespéré vendredi. Hein. Bon, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas une énorme mobilisation. Alors, il y a Lyon qui est fermé. Il y a Lyon qui est fermé, mais bon, on le comprend, puisque c'est un étudiant de cette université. Mais sinon, on attend bien sûr les différentes AG qui sont en cours, mais on a appelé les syndicats étudiants, et pour l'instant, rien n'est prévu. Alors, bien sûr, on ne sait jamais avec les étudiants comment ça va se passer, mais disons que pour l'instant, rien n'est... Il n'y a pas d'autres universités fermées. Ouais. Madame la députée, vous craignez ça parce que on a donc demain les hôpitaux, les gilets jaunes peut-être de retour ce week-end, la grève dans les transports à partir du 5 décembre. Si en plus il y a les étudiants, ça commence à faire beaucoup de monde dans la rue et beaucoup de monde en colère. C'est pour ça que nous sommes extrêmement attentifs et à l'écoute aussi de cette jeunesse. On se rappelle des mobilisations étudiantes justement pendant la loi des étudiants. Donc oui, on est attentif parce que, comme je vous l'ai dit dès le début, parce que nous sommes conscients de la difficulté, de la précarité dans laquelle vivent les étudiants. Les universitaires, vous avez bien dit, particulièrement les étudiants à l'université, qui regroupent en effet souvent les étudiants, justement souvent émanant des milieux sociaux les plus en difficulté. C'est aussi un paradoxe, c'est à l'université que l'on retrouve les étudiants venant des catégories socio-professionnelles les plus en difficulté. Il y a une dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la nécessité pour aider nos étudiants à détecter justement les signes de détresse. Il est vrai que beaucoup d'étudiants ne connaissent pas en fait les droits auxquels, justement, ce à quoi ils ont droit. Donc, à la fac, on est un peu laissé... C'est le problème de l'autonomie de la fac. C'est-à-dire d'un seul coup, on n'est pas vraiment aidé en fait. Exactement, et il ne faut pas oublier qu'avec la baisse de l'âge du baccalauréat, puisque depuis quelques années on ne redouble plus, il y a cette jeunesse qui arrive, ils ont 17-18 ans maintenant à l'entrée à l'université, dans un milieu qui en effet qui demande extrêmement d'autonomie. Donc l'université aussi doit s'adapter. L'université doit continuer à s'adapter. Ça a été l'objet de cette fameuse loi donc promulguée en 2018, et particulièrement sur l'accompagnement à l'orientation des lycées, à la réorientation, lorsque l'on est en première année, justement pour éviter les erreurs de parcours, pour éviter... Le taux d'échec est toujours aussi important. Il a diminué. Cette année, on a les premiers chiffres. Il commence à diminuer. Alors, c'est flagrant dans des études comme les STAPS, où là, véritablement, il y a presque une diminution de 20% d'échecs, mais dans les autres universités. Mais voilà, les effets de cette loi étudiante sont en train d'être visibles. Mais une meilleure orientation pour éviter justement les déconvenus, les échecs... Et puis voilà des sentiments. Il y a beaucoup d'étudiants arrivent aujourd'hui, en effet assez jeunes, du fait en effet ne redoublent pas, donc ils arrivent à 17-18 ans. Souvent ils sont allés à la fac parce qu'ils sont un peu justes, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont parfois un niveau trop juste. Au bac, ils n'ont pas forcément le niveau pour suivre. Ensuite, ils arrivent, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours. Ils sont parfois un petit peu livrés à eux-mêmes, même s'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits, bien sûr, à l'université pour mieux les encadrer, déjà pour mieux les orienter avec la nouvelle loi orientation de Parcoursup, qui permet justement d'instaurer un peu, pas de sélection, mais disons
de sélection à l'université qui permet. C'est un gros mot, la sélection. Voilà, c'est un peu un gros mot. On a du mal à le dire. Voilà. Soyons politiquement corrects. Accompagnement. Disons qu'au moins d'éviter cet échec, ce que les familles fuient. Beaucoup de familles disent ah non, tout sauf la fac. Va en prépa, va en BTS, va en DUT, mais va pas à la fac. Il y a trop d'échecs. Donc il faut valoriser aussi la fac. Et je trouve quand j'entends moi qui ai fait la fac, j'étais étudiante à Nanterre, ça me chagrine de voir que des parents disent ça. Parce qu'au final, la fac, c'est quand même des grands professeurs, c'est quand même un enseignement où on est allé et on a beaucoup apprécié. Merci à tous les trois. 17